prêt. Quand la nouvelle vague est arrivée, 58-59, moi j'étais étudiant, enfin j'étais à l'IDEC. J'étais très cinéphile, très cinéphile, et j'étais même, ça peut paraître paradoxal aujourd'hui, plus cahier que positif. En tout cas les cahiers de l'époque. Soutien-gorge. Et tous ces gens-là, enfin Truffaut, et Godard, et Rohmer, et je les avais lus, évidemment, avant de les voir, et c'était mes amis. Enfin, c'était pas mes amis, c'était mes amis de cinéphilie, parce que je partageais leur goût, et puis ils orientaient les miens. Et donc j'étais très à l'affût de leur premier film, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé les films de la Nouvelle Vague. Beaucoup aimé les films de la Nouvelle Vague. Le Beau Serge et les Cousins sont sortis avant À bout de souffle. Et j'aimais ça. J'aimais les sujets, j'aimais la provocation des caractères. J'aimais les sujets des films de Chabrol, ces deux premiers films. Et même un troisième qui est très peu connu qui s'appelle À double tour. Il y a une espèce de polar coloré, son premier film en couleur, que je trouvais formellement brillant, exaltant, avec des mouvements d'appareil très audacieux. Les 400 coups et À bout de souffle, évidemment. Je dirais pas, s'il faut que je sois très honnête, que À bout de souffle et Les 400 coups, puisque je cite ceux-là, étaient les films de cette jeune génération que je préférais. Celui que je préférais, parce qu'il m'enchantait littéralement, c'était Lola, de Jacques Demy. J'adorais Lola de Jacques Demy. Mais À bout de souffle, si vous voulez, c'est devenu, pour les gens de ma génération, pour mes copains, pour moi, pour mes amis, à l'époque, c'était un film emblématique. C'est-à-dire qu'on parlait comme Michel Poicart. Toutes les blagues, les saillies, les choses qu'il dit dans À bout de souffle, ça devenait, ça devenait des blagues que l'on sortait, ça devenait notre langage. C'est un concours de circonstances. Je commençais à cette époque ma carrière d'assistant. Je me souviens que je travaillais sur Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, j'étais second assistant. Et puis, il s'est trouvé que le directeur de production, enfin, que Godard cherchait un régisseur pour deux ou trois choses que je sais d'elle, qui se tournait en même temps d'ailleurs que Made in USA. Godard tournait quasiment un jour l'un, un jour l'autre, un truc comme ça. Et ils n'avaient pas de régisseur. Et moi, j'avais jamais fait la régie, j'étais assistant. Mais l'idée de travailler avec Godard, j'ai dit oui, ça m'intéresse, je veux travailler avec Godard, voilà. Et j'ai commencé avec deux ou trois choses. J'ai pas dû trop lui déplaire, puisque après il m'a redemandé sur La Chinoise, toujours comme régisseur. Et puis quand il a fait Week-end, il n'avait pas d'assistant, et il m'a demandé, et j'étais premier assistant. C'était toujours pareil. Godard disait, vous me donnez, j'ai combien? Voilà, s'il y a Jean-Yann et Mireille d'Arc, et Godard, et Week-end, et voilà, et un film qui est une comédie, voilà, probablement il le présentait comme une comédie. Et Danon a dit, je prends pas trop de risques si je donne tant. Il a dû donner une somme. Et Godard était formidable. Godard, il n'a jamais dépassé sur ses budgets. Il disait, j'ai tant, il fait pourtant. Je crois pas que Godard ait jamais dépassé un budget. 80-20. Non, pas question. Oh. Enfin, belle maman, soyez raisonnable, 90-10. Oh, mais non, dites après que 4 millions, c'est pas possible, enfin. Bon, on y va. Raymond Danon était un producteur non interventionniste. C'était quelqu'un qui, à partir du moment où il disait je fais ce film, il trouvait l'argent, il trouvait le financement, et après il s'en occupait pas. C'était pas un homme de terrain. Et je crois qu'il n'y a aucun dialogue, à mon avis, n'était envisageable entre la personnalité de Raymond Danon et celle de Jean-Luc. C'était de culture et de machin tellement différents. Ils se sont sûrement jamais dit un mot. Bonjour monsieur, j'aime beaucoup ce que vous faites, enfin n'importe quoi. Ils ont dû se dire des banalités, enfin Danon à Godard, mais ils n'avaient rien à se dire. Je sais que Godard détestait, disons,
le directeur de production ou le producteur délégué de Danone, qui était un monsieur qui s'appelait Ralph Baum, il pouvait pas le voir. Il me disait toujours, je veux pas voir ce monsieur, je veux pas le voir sur le tournage. Il a quelque chose à dire, il vous le dit à vous, Claude, mais moi je ne veux pas voir ce monsieur. Il était interdit de plateau. Alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il l'avait vu une fois, que ce monsieur avait dû dire un truc qui n'avait pas plu, ou Godard lui avait trouvé une mauvaise tête, il ne plaisait pas. Parce que vous êtes malheureux qu'il faut être méchant. Du moment que Godard ne dépassait pas, le ruinait pas, et qu'il faisait dans l'enveloppe prévue pour ce film, je crois qu'ils ne se sont pas dit un mot. Salaud, berceuse, ravenir. Quand je suis arrivé, le premier jour, il n'y avait évidemment pas de scénario. On savait que c'était un film où il y avait avoir beaucoup de voitures et qu'il y avait un couple qui partait en vacances et qui allait se heurter à une espèce d'apocalypse automobile. Disons que c'était à peu près ça. Il y avait peut-être un paragraphe ou une page qui disait à peu près ce que je suis en train de vous dire dans mon souvenir. Jean-Luc était très très conscient, bien, je veux dire, ça devait être, je sais pas, son 10e ou son 11e long métrage, qu'il fallait le préparer, ce film, et comme vous dites, repérer, savoir combien, voilà. Et il a été très très précis. Je me souviens qu'il m'a dit, demain, donc, admettons que j'arrive le premier jour, le lundi, il m'a dit, demain mardi, on passe la journée ensemble, et je vous dis, jour par jour, ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire qu'il avait préparé une espèce de dépouillement. Il a dit, le premier jour, on va faire la scène, je vous dis n'importe quoi, la scène du grand embouteillage. Là, je veux faire un travelling de 300 mètres. Il faut trouver un endroit où on puisse avoir une ligne droite de route, 300 mètres. Il y aura 300 mètres, il faut calculer le nombre de voitures qu'il faut pour meubler 300 mètres. Vous voyez, ça c'était le premier jour. Deuxième jour, je voudrais être dans une cour de ferme, il faut me trouver une cour de ferme. Je voudrais donc des poules, des machins, des cochons. Et puis il y aura Paul Gégauff qui va jouer du piano, et qui va jouer une sonate de Mozart. Il faut voir avec Gégauff quelle sonate il veut jouer. Il m'avait préparé le calendrier du tournage, jour par jour. Vous voyez, pas dans le détail, mais il m'en avait dit suffisamment pour qu'on puisse repérer, préparer le film. Et à partir de là, on n'avait pas de scénario, mais j'avais ce cahier avec ce jour par jour et ce besoin jour par jour de ce qu'il fallait. Et même des personnages qu'il fallait. Il disait, à partir de la moitié du film, il va y avoir une bande de terroristes. Sans être ému, de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Qui vont kidnapper les deux personnages principaux. Voilà, ils vont être une dizaine. Alors, il faut voir avec Jean-Pierre Calfon, ses copains. Voilà. On a préparé le film, disons, sans scénario, mais avec du verbal de Jean-Luc qui m'avait bien briefé. Et à partir de là, moi, j'ai préparé le film. Je l'ai emmené en repérage. Je dis, est-ce que ça va? Voilà, ça va pas, ça va. Enfin bon, ça devenait tout à fait préparable, ça l'a été. Il a inventé le dépouillement sans savoir ce que c'était, lui, puisque, voilà, enfin, il l'a inventé. Il était comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Il faisait du dépouillement sans le savoir. Tout était prévu. C'est une légende, mais même sur d'autres films de Jean-Luc, et d'autres techniciens vous le diront, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de scénario, au sens classique du mot scénario, un livre avec des pages que... par contre, moi, en tout cas, j'ai bénéficié sur Week-end de cette préparation où Jean-Luc m'a dit au jour le jour ce dont il aurait besoin. Ça veut dire qu'il l'avait quand même un peu dans la tête, son film. Hein, au moins à 70%. Et le reste, il était pragmatique, Jean-Luc. Il savait que s'il avait une idée, il fallait le temps de pouvoir la satisfaire. Et il était très pragmatique. Il se disait, ah ben non, la Claude ou la régie ou tout ça, ils trouveront pas ce que je veux avant 2 jours. Donc, on le tournera dans 2 jours, ça. Vous voyez, il était très pragmatique. Et donc, jamais... moi, j'ai pas le souvenir sur Week-end d'avoir été dans un piège, d'avoir été dans une impasse. Non, jamais. Vous savez, quand une scène comme l'arbre, où il y a un parachute dans l'arbre, une voiture renversée, voilà, il fallait... En général, on mettait la matinée à faire la sculpture, appelons ça comme ça, à faire à mettre le parachute dans l'arbre, à mettre la voiture... Et avec une dépanneuse qui... Ah non, c'est pas comme ça, on la renverse comme ça. Et puis là, là où Godard prenait son pied, c'était que le moment où il fallait cabosser.
Alors là, c'est lui il adorait faire ça. Il se prenait une masse, il commençait à taper partout et il faisait sa sculpture avec les bagnoles. Il adorait ça. Bon, ben ça, on peut lui passer cette petite joie. Et puis il mettait de la peinture, il mettait du sang. Et ça, je me souviens quand il y avait un truc comme ça un peu spectaculaire, on mettait la matinée à le préparer et on allait déjeuner et on tournait en revenant. Ouais, oui, c'est par là. Ils sont là, tous les cons. Le tournage, si je me souviens bien, avait été assez chronologique par rapport à la chronologie du montage. On avait vraiment commencé par le départ avec la séquence avec l'Alfa Romeo, qui est un peu une séquence du début. Maman, ils ont abîmé la dauphine. Il était assez chronologique, et puis on finissait avec les révolutionnaires dans la nature, là. Et d'ailleurs, il l'avait fait exprès pour que, justement, il n'y ait pas trop de problèmes de costumes sur Dark et... Sur les autres, non, puisque les autres sont de passage, il n'y a pas de continuité sur les autres personnages. Ça ne comptait que pour Dark et qui ont à peu près le même costume pendant tout le film, d'ailleurs. Ce que Godard comme faisait pour arranger les choses, parce que c'était ce qu'il aimait, c'est qu'il découpait très peu. Donc, on avait des chances voilà, qu'un plan ait sa cohérence. Et même si la prise 1 d'un plan long n'était pas du tout dans la même lumière que la prise 2 de ce même plan long, c'était l'un ou l'autre, de toute façon. Mais il découpait pas beaucoup. Ce qui était toujours très, très admirable, je trouve, dans la façon dont la gestion des journées de tournage de Godard, c'est qu'il savait très, très bien le nombre de plans qu'il lui fallait pour la séquence. En général, on faisait une séquence, une journée. Et souvent, une séquence, une demi-journée. C'est-à-dire, puis après, on rentrait chez nous parce qu'il n'y avait pas d'autres séquences à faire. Ou s'il y avait une autre séquence, c'était dans un autre lieu, donc on n'avait pas le temps d'en faire deux. C'était des tournages assez légers, je veux dire, sur le plan quantitatif, parce que très souvent, si on faisait à 9h, 6h, à 16h, on avait fini, on rentrait chez nous. Et je me souviens, par exemple, que ce plan de la cour de ferme, bon, bah, on a dû arriver à 8h ou à 9h le matin, on a répété ça jusqu'à 10, 11h, on a tourné de 11 à l'heure du déjeuner, puis on est rentré chez nous. Voilà. Mais il s'arrangeait pour qu'une séquence, une journée, voilà. Il aimait bien faire comme ça. Il était du genre précis, c'est-à-dire que c'était là, comme ça, il faisait souvent les gestes, tac, à Coutard, tac, et 50, oui, ou 40. Voilà, enfin, cette espèce de connivence avec le chef-op. Jean-Luc était un très très bon technicien, hein. Enfin, il savait très très bien. Et puis je vous dis, encore une fois, c'était au moins son 15e film, déjà, Week-end. Moi, j'ai jamais vu Jean-Luc, merdoyer sur la technique. Alors, il savait très très bien ce qu'il voulait. Blainville, c'est par là ou par là? Ben, c'est clair, c'est là ou là? Il n'y a pas encore de physique, il y a seulement des sciences physiques singulières. Peut-être même qu'elles sont même pas encore physiques. Ça fait chier, ce film. On tombe que sur des malades. C'est de ta faute. Il n'y a qu'à pas accepter. Mireille Darc et Jean-Yann Oh, y a qu'à. se disaient, il va nous demander des trucs monstrueux, des trucs... Voilà, ils se tenaient à carreau, tous les deux, et disons, prêts à ce qu'on leur demande des trucs extraordinaires. Et comme Jean-Luc avait quand même une réputation de quelqu'un qui pouvait ne pas être très, très aimable et brutal, pas brutal en geste, brutal en parole. Je crois que Jean-Yann et Mireille Darc s'étaient dit entre eux, il y avait une connivence, on sera des moutons, d'une docilité totale. Et ils l'ont été. Ils l'ont été. Il n'y a jamais eu un mot de révolte, ni de Yann, ni de Mireille. Jean-Luc, disons, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle était vraiment très, très gentille, Mireille Darc. Vraiment une personne très aimable
et professionnelle, et rien à dire. Mais il ne pouvait pas la saquer. A priori, il avait décidé que c'était la créature du système, ou d'un système qu'il détestait, ou d'un cinéma qu'il n'aimait pas. Mireille Darc, vous savez, enfin, je ne crois pas me tromper, elle venait du théâtre, et elle venait voilà, elle a commencé sa carrière en faisant du théâtre, et plutôt pas du théâtre de boulevard, du théâtre... elle jouait du Marivaux, du Molière, ou des choses, je sais pas, en province. Enfin, c'était ce genre-là. Elle a une formation très classique, Mireille. Et puis, il se trouve qu'elle est devenue une star du cinéma commercial de cette époque. Mais ça ne m'étonne pas. Et en plus, elle a toujours été une fille intelligente et cultivée. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait eu envie de tourner avec Godard, bien sûr. Mireille a été très intelligente. Elle a eu une attitude d'une docilité totale et d'une espèce de comment dire, de sérénité totale. Et il lui disait Mireille, vous vous mettez au milieu de la route en écartant vos cuisses pour que les voitures s'arrêtent. Très bien. Et elle se mettait au milieu de la route. Et je pense que Jean-Luc, ça devait l'amuser et l'agacer en même temps, et qu'il a multiplié les situations en se disant peut-être qu'elle va finir quand même par craquer et se révolter. Mais ça, c'était par pure perversité mentale. Vous savez, Jean-Luc, moi j'ai énormément d'admiration pour lui, qu'il ait pu avoir, surtout à cette époque, c'était encore un homme assez jeune, une quarantaine d'années, un peu moins, ou je sais pas, qu'il ait pu être un peu pervers avec les acteurs, surtout les vedettes. Ça ne retire rien à son talent. C'est comme ça, c'est le personnage qu'il était. Le seul petit incident, mais je ne voudrais pas le trahir, c'était pour Jean-Yann, où il devait traverser un marigot dégueulasse, dans les scènes du comité de défense de la Seine-et-Oise. Un marigot où se déversaient des eaux usées, dégueulasses, d'un égout. Et il en avait quand même jusque-là, un moment. Et vraiment, on sentait que Jean-Yann, il avait peur d'avoir des nausées, quoi, surtout. Il n'y avait pas de danger, mais que c'était dégoûtant. Et Jean-Luc a dit si tu as peur de le faire, regarde. Et puis il l'a fait, Jean-Luc l'a fait. Voilà. Alors l'autre pouvait plus se dégonfler. Enfin, mais Jean-Luc avait ce côté-là, avait ce côté provoquant et presque un peu potache, un peu collégien. Comme ce qu'il faisait était hasardeux, c'est-à-dire qu'il ne savait pas la veille ce qu'il allait faire le lendemain, qu'il travaillait la nuit, il travaillait au petit matin, et ça créait forcément chez lui une forme de tension qu'il se créait lui-même par sa façon de travailler, qui faisait que non, c'était pas très blagueur. Les blagueurs, c'était l'équipe prise de vue, c'était plutôt l'équipe de Coutard, qui parfois d'ailleurs créait des éclats parce que comme Jean-Luc était tendu par son travail, les grosses rigolades de l'équipe de Coutard pouvaient l'agacer par moments. Et alors, de temps en temps, il y a des éclats à cause de ça. Je n'ai pas le souvenir d'un Godard très rigolo et facétieux et sortant des vannes sur le plateau. Bon, allons-y, on est prêt à voir. J'ai la sensation que malgré tout, dans toute la fin du film, encore une fois, avec les terroristes là, dans la forêt, où ça se barre un peu dans tous les sens. Et Si tu veux, tu peux la baisser avant de la bouffer. je pense qu'il maîtrisait moins la conception, disons, conceptuelle de ces moments-là, et que là, il y a des trucs, oui, où on a pu tirer à la ligne au cas où le film serait trop court. Jean-Pierre Calfon qui joue de la batterie en récitant du Lautréamont. Je te salue, vieil océan. Je suppose que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre. Je ne suis pas forcément sûr que ça faisait partie du programme. Peut-être que 2 jours avant, il m'a dit ce serait bien d'avoir une batterie pour Calfon. Voilà, parce que Calfon, de toute façon, jouait de la batterie pour s'amuser dans le civil à cette époque. Et puis peut-être que Jean-Luc avait dû voir en allant chez lui une batterie. Et ça lui donnait l'idée. Mais et après, Lautréamont, ça faisait au moins 2 pages de texte. Il se disait, voilà, en dehors du fait que ça peut être très beau, la séquence, il se disait aussi, ça va meubler. On était prêt à tout avec Jean-Luc. C'est-à-dire qu'on savait qu'il pouvait se passer des choses troublantes dont on ne savait pas très bien comment elles se placeraient dans le film final. Mais enfin, on savait maintenant, encore une fois, parce que c'était pas le premier film de Jean-Luc, que les films de Godard aussi se faisaient aussi énormément au montage après. Et Godard est aussi un monteur génial.
façon qui peut parfois être hyper provocante ou chercher absolument l'originalité pour l'originalité. Ou, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut contester ou discuter ou critiquer, évidemment, même dans sa façon de monter ou de dispatcher les sons ou des choses comme ça. Mais il a créé aussi des moments exceptionnels au niveau du montage dans ses films. Jean-Luc faisait partie intellectuellement de ce que j'appelle cette politique du refus d'une certaine émotion qui pouvait trouver, lui, de la sensiblerie ou trop facile, ou de rentrer dans une catégorie d'un romanesque qui n'était pas moderne. Enfin, voilà. Maintenant, moi, dans les choses qui me bouleversent chez Jean-Luc, c'est souvent des séquences avec les femmes qu'il a aimées. C'est-à-dire que j'ai rarement vu une femme aussi bien filmée, aussi amoureusement, et aussi que Anna Karina dans Bande à part, ou même Bardot dans Le Mépris. Non, bien sûr que Jean-Luc s'intéresse plus à l'aspect conceptuel ou cérébral ou aux idées peut-être qu'aux sentiments. Et voilà, mais pourquoi pas. Enfin, chacun son truc. Mais en même temps, moi, il y a beaucoup de films de Godard que j'adore, ou des moments dans les films de Godard où je pense à Sauf qui peut la vie, où il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'affect, qui est rare, et qui est peut-être d'autant plus beau qu'il est rare. Vous voyez, et moi, j'ai des merveilleux souvenirs d'émotions cinématographiques avec des films de Godard. Peut-être pas tout le film, mais des moments. Je crains que aujourd'hui, je pense que l'influence de Godard a été énorme jusque dans les... Disons, allez, on va dire jusqu'à la fin du siècle dernier. Et qu'elle s'est... peut-être qu'il y a eu moins de passeurs, il y a eu moins de gens qui pouvaient, de façon extrêmement convaincante, communiquer ce qu'il pouvait y avoir de fructueux et de fécond, même dans les films, des derniers films de Godard, où bien sûr qu'ils sont d'autant plus difficiles qu'il n'y a pas de passeur pour les faire passer, et c'est pas, faut pas compter sur Jean-Luc pour le faire. Il va pas faire son autopromotion, c'est pas son genre. Voilà, où il le fera de façon tellement provocante que ça peut avoir l'effet contraire. Vous voyez, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que pour des jeunes cinéastes, Godard a beaucoup moins d'importance que pour les gens de ma génération. Je dirais à tort, même si les derniers films de Godard, disons, moi j'ai du mal à en faire mon bien, c'est très personnel, mais j'ai pu être très très bouleversé ou très, interpellé, comme on dit aujourd'hui, par des choses dans ces histoires du cinéma. Des choses que j'ai trouvées vraiment magnifiques et profondes et touchantes et très originalement mises en page. Maintenant, Godard, on a aussi un peu l'impression qu'il estime que tout ce qui est plutôt à la périphérie du cinéma, c'est-à-dire les arts plastiques, les installations vidéo et tout ça, ça l'intéresse plus que le bon vieux cinoche narratif. Voilà, dont il a toujours essayé de se démarquer, mais même depuis le début, même depuis À bout de souffle. Le fait d'être Godard, ouais. c'est un... Je pense que c'est un poids pour lui, quelque part, parce qu'il faut une espèce de pape, une espèce de vache sacrée. Je pense qu'il serait plus heureux, sûrement, j'imagine. Enfin, tout le monde me dit, moi j'ai très longtemps que j'ai pas vu Jean-Luc, et je sais pas, mais on me dit qu'il est c'est un homme pas très heureux. C'est un homme qui n'a jamais été très heureux de toute façon, parce qu'il a toujours remis en question tous les aspects de la vie et du cinéma. Alors, évidemment, ça facilite pas la sérénité. Mais le fait d'être une vache sacrée, oui, mais ça provoque une amertume, mais même que j'ai vu chez quelqu'un de complètement différent, comme Woody Allen. J'avais vu un film sur Woody Allen vieux, là, enfin récent, qui disait ils m'applaudissent tous, mais ils vont pas voir mes films. Jean-Luc est un peu comme ça, je crois qu'il dit je suis une vache sacrée, et tout le monde dit Godard, et les gens vont pas voir mes films.